Bonsoir, on va parler un peu du théorème de représentation de Riesz et de certaines de ses applications. On va parler un petit peu de convergence faible, même si ça c'est pas au programme de la grecque. Et d'applications, c'est surtout pour nous permettre de manipuler un peu des notions qui sont à la frontière du programme. C'est pas au programme, mais c'est pas très éloigné. Donc notre première question, qui elle est un truc important à connaître, c'est le théorème de Riesz. Donc on prend f une forme linéaire, donc mes Hilbert sont toujours réels. Donc on prend f de h dans R une forme linéaire continue. Et notre but, c'est de trouver, alors non nul, ça sert à rien dans l'énoncé, mais c'est pas grave. On va supposer f différent de 0. Juste une remarque pour cet énoncé, si f était nul, bah, il existe aussi un vecteur h tel que pour tout x, un vecteur z, pardon, tel que pour tout x, on a f de x égale x scalaire z, c'est juste z égale 0, et on a aussi norme de z égale norme de f. Donc le côté non nul, c'est pas la peine d'inclure cette hypothèse dans l'énoncé, même si bien sûr représenter l'application nulle, c'est pas complètement passionnant. Donc nous, ce qu'on veut, avant de se poser la question de l'unicité, c'est on veut z tel que, quel que soit x, f de x égale z scalaire x. Bon, déjà, en particulier, ça veut dire que si x est dans le noyau de f, alors si on cherche un tel z, on doit avoir z scalaire x égale à 0. Donc on cherche f dans le noyau de f, dans l'orthogonale du noyau de f. On cherche z dans l'orthogonale du noyau de f. Et c'est quoi l'orthogonale du noyau de f? C'est juste une droite, bien sûr, parce que le noyau de f il est de codimension 1, puisque f est une forme linéaire. Du moment qu'on a, on a un supplémentaire de dimension 1, donc, et du moment qu'on a un vecteur orthogonal au noyau, et tous les autres sont proportionnels. Donc une fois qu'on a ça, on a u, avant de chercher notre z, on a u tel que h s'écrit sous la forme ker f somme directe RU, donc la droite vectorielle engendrée par U, et U, et j'aurais peut-être dû écrire ça comme ça, l'orthogonale de ker f c'est juste RU, donc la somme directe ici est orthogonale. Ben, on a U, il marche presque, puisque U, il a la bonne propriété f de x égale U scalaire x pour tout x qui est dans la grosse partie, qui est dans KRF, qui est de codimension 1. Donc U marche presque pour tout le monde, et s'il marchait aussi sur RU, par linéarité, il marcherait pour tout le monde. Donc finalement, on a besoin de... donc Z est donc RF orthogonal, donc maintenant on cherche lambda, puisque Z va être proportionnel à U, donc on cherche lambda élément de R, tel que, quel que soit x dans RU, f de x égale z scalaire x. Par linéarité, si on a l'égalité en U, comme f et l'application qui a x associe z scalaire x sont toutes les deux linéaires, si elles sont égales en U, elles sont égales sur toute la droite, donc on a besoin de f de U égale z scalaire U. Ah, et ici, bon, évidemment, ici U est non nul, puisque ker f orthogonal c'est RU. Et je vais même prendre U de norme 1 en tant qu'affaire. Je prends un vecteur générateur de norme 1. Maintenant, f de U, pardon, on cherche lambda, j'aurais dû écrire ici, excusez-moi, f de x égale lambda U. Désolé, j'ai écrit z, mais maintenant, je reviens. On savait que z était dans l'orthogonale du noyau de f, c'est-à-dire RU. Et du coup, z s'écrit sous la forme lambda u, et donc je l'écris sous cette forme ici.
Et donc il suffit d'avoir f de u égale lambda u scalaire u, puisque dans ce cas-là, ça sera vrai pour tous les x dans RU. Et ça, c'est juste lambda parce que j'ai pris u de norme 1, sinon on aurait un norme de u carré qui apparaît. Donc le seul z possible, c'est z égale f de u fois u. Puisque si on a égalité en u et sur tous les vecteurs du noyau, alors z est dans l'orthogonale et donc proportionnel à u, et en évaluant en u, on trouve f de u égale à lambda. Et ce z là marche, parce que en fait, j'ai vraiment du mal avec cette tablette. Ce z marche puisque on a à la fois, on aurait pu raisonner par équivalence, hein, pour tout x dans Kerf, z scalaire x égale f de x égale à 0. Et aussi pour tout x dans Kerf orthogonal, qui est juste RU, z scalaire x égale f de x, et que h, c'est la somme directe de Kerf et de Kerf orthogonal. Ok, donc en utilisant le fait qu'on pouvait décomposer notre espace en le noyau, somme directe, son orthogonale, on a trouvé un z et on a obtenu qu'il était unique. Alors maintenant, il faut que je clique ici pour pouvoir faire défiler cette page. Hop. La question 2, donc on dit qu'une suite, c'est la convergence faible. Donc qu'est-ce que c'est la convergence faible? C'est, au lieu de demander qu'on converge en norme, on va regarder ce que fait notre suite, xn, et on va l'évaluer sur les formes linéaires. Donc ça, c'est une notion générale qui marche pour un espace, qui a un sens pour un espace normé, ou même plus généralement un espace vectoriel topologique. On regarde toutes les formes linéaires continues, et on demande que f de xn tende vers f de x. Manifestement, si xn tend vers x en norme, alors f de xn tend vers f de x. La réciproque est fausse en général. En dimension finie, c'est la même chose que la convergence. Peut-être un bon petit exercice à faire, de vérifier que si en dimension finie, une suite xn converge faiblement vers x, alors en fait elle converge au sens classique vers x. Donc dans un espace de Hilbert, converger faiblement, on vient de dire que les formes linéaires, c'était les produits scalaires. Donc on pourrait aussi dire que... alors est-ce que j'ai introduit la notation? Bon, je vais la mettre ici. Donc on met juste... j'ai vraiment du mal à faire des traits droits. Je suis très concentré. Xn tend faiblement vers x, c'est la même chose. Du coup, j'en remets plein. Que pour tout z, dans h, z scalaire xn tend vers z scalaire x. Puisque par le théorème de représentation de Riss, les formes linéaires, c'est exactement les produits scalaires. Ah, et j'ai oublié, ici je me rends compte, j'ai oublié dans la première question de montrer que la norme de z, c'était la norme de f. Tant pis, je le rajouterai, je ne vais pas le faire dans la vidéo du coup. Maintenant, on doit montrer que la raison pour laquelle on s'intéresse à la convergence faible, en général, hein, c'est la première raison, c'est ce qu'on appelle le théorème de Banach-Alaoglu, qui est que la boule unité de l'espace pour la topologie d'un dual, pour la topologie faible et compacte. Ici, on va montrer ça à la main. C'est une preuve qui est en fait très proche de la preuve générale de Banach-Alaoglu dans le cas séparable. C'est moralement la même chose qu'un produit dénombrable de compact et compact. Et ça, pourquoi c'est intéressant? Pourquoi c'est une raison pour laquelle on s'intéresse à la topologie faible? Parce que ça permet d'avoir de la compacité, la boule unité de votre espace de Hilbert, la boule unité fermée. Pour la topologie de la norme, elle n'est pas du tout compacte, bien sûr, puisque un autre théorème de Riss dit qu'un espace est compact, de dimension finie, pardon, si seulement si sa boule unité fermée est compacte. Donc si vous avez un espace de Hilbert de dimension infinie, vous n'avez pas de compacité, vous n'avez pas les fermés bornés sont compacts, et on est un peu triste parce qu'on aimait bien cette propriété-là.
On a par contre une compacité faible qui est que de toute suite bornée, on peut extraire une sous-suite faiblement convergente et ça peut nous permettre de prouver des théorèmes d'existence. On va voir un exemple un peu plus loin dans cet exercice. Parce que, toujours un peu le même schéma, on prend une suite minimisante, on voudrait dire j'extrais une suite qui converge, là on extrait une suite qui converge faiblement et on espère que ça suffit à résoudre le problème auquel on s'intéresse. Donc on va montrer ça ici. Si H est séparable, on a vu qu'on pouvait prendre une base hilbertienne. En fait, H, moralement, c'est la même chose que petit L de n. Et maintenant, xn converge faiblement vers x, ben, c'est la même chose que pour tout n, pour tout i, pardon, je devrais les appeler EI. Pour tout i, EI scalaire xn tend vers z vers EI scalaire x. Dans un sens, c'est clair, parce que les EI, c'est un cas particulier d'éléments de H, et dans d'autres cas, c'est juste vous écrivez ce qu'est le produit scalaire de z avec xn, et vous montrez que si on a cette propriété-là, alors pour tout z dans l'espace vectoriel engendré par les EI, z scalaire xn tend vers z scalaire x, et ensuite vous concluez par densité que c'est vrai pour un z quelconque, puisque z scalaire xn et z scalaire x sont très proches d'être le produit scalaire avec un élément de l'espace vectoriel engendré par les EI. Donc là, il y a un petit exercice à faire que je ne fais pas pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Et du coup, on a juste besoin de faire en sorte, je vais passer un peu vite sur cette histoire de convergence faible. Donc finalement, étant donné xn borné, on a besoin d'extraire une suite, de chercher une suite extraite, x phi de n, avec phi de n dans n strictement croissante, hein, comme d'habitude, telle que, pour toute i, EI scalaire x phi de n tendent vers converge. À la limite, c'est pas grave. Converge, et on voudrait que ça soit vers un... Alors déjà, je vais expliquer après. Déjà, on a au moins besoin de faire en sorte que ça converge, tout court. Et on voudrait que ça converge vers EI scalaire x pour un certain x. Maintenant, je vais peut-être continuer à faire défiler cette page, si ça veut bien, ça veut pas. Je ne sais pas pourquoi ça veut pas. Dans l'autre sens, on va y arriver. Il ne faut pas négliger l'aspect détente pour vous, enfin pour quelqu'un qui regarderait cette vidéo, de me voir en train de lutter avec la technique. Donc on a besoin de ça, puisque si x phi de n tend vers x, la suite EI x phi de n doit tendre vers EI scalaire x. Bon, déjà, essayons de le faire pour le premier vecteur. La suite E0 scalaire xn, juste cette suite-là, elle est bornée dans R, ou dans C si je regardais un Hilbert complexe. Elle est bornée dans R. Pourquoi? Parce que elle est majorée par norme de xn par l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Et que la famille xn est supposée bornée. Donc il existe une extractrice phi 0 telle que E0 scalaire x phi 0 de n. Ça tend vers quelque chose que je vais appeler, alors x0 ça serait pas terrible, que je vais appeler la limite L0. Mais maintenant, la suite E1 scalaire x phi 0 de n, elle est aussi bornée. Donc pour l'instant, j'ai extrait pour faire converger la première coordonnée. C'est bien, mais c'est pas top, parce que il me reste une infinité de coordonnées à faire converger.
Donc il existe phi1 tel que quand je réextrais, c'est le point intéressant de ce qu'on appelle la méthode d'extraction diagonale, je regardais la suite x phi 0 de n, et ce que j'ai, c'est maintenant une suite de la forme x phi 0 de phi 1 de n qui tend vers une limite que j'appelle L1. Donc à chaque fois, c'est le L0, L1, c'est le nom que je donne à la limite. Je rédige de manière pas extrêmement rigoureuse. Ok, donc ça c'est très très bien. Je suis arrivé à faire converger, et maintenant si je répète la même chose, le même argument, je vais pouvoir construire des phi i pour i dans n, avec phi i à chaque i fixé, phi i est une fonction de n dans n strictement croissante. Et tel que, pour tout i, ça casse encore dans mon écran, oui, tel que pour tout i, ei scalaire x phi 0 de phi 1 de blablabla jusqu'à phi i de n tendent vers une limite qu'on appelle Ln. Là, pour ceux qui ont eu le malheur de regarder mes vidéos sur l'axiome du choix, ce que je viens d'utiliser, c'est l'axiome du choix dépendant. À chaque étape, je suppose que j'ai choisi phi 0, phi 1, etc. jusqu'à phi n, et je dis on peut trouver phi n plus 1. Ça, c'est juste parce que j'ai une suite bornée dans R, et j'en conclus qu'il existe une suite phi i qui a les bonnes propriétés. Ça, c'est exactement l'axiome du choix dépendant que j'utilise. Dans tous les cas, je suis arrivé à dire j'extrais pour faire converger la première coordonnée. De ce que j'ai construit, j'extrais pour faire converger sur la deuxième coordonnée. Maintenant, de ce que j'ai construit, j'extrais à nouveau pour faire converger sur la troisième coordonnée. Je répète ça tout le long des entiers. Ça me produit cette famille phi. Mais c'est pas tout à fait bon parce que je voudrais une fonction phi. Et maintenant, le miracle de la méthode d'extraction diagonale, c'est qu'on pose phi de n. Vous voyez, la difficulté ici, c'est que j'ai un i et un n. J'ai n qui tend vers l'infini, ici et i qui est fixé. Mais si je veux une fonction phi, je ne peux pas dire que phi de n, c'est phi 0 rond phi 1 rond une infinité de fois. Je ne peux pas composer une infinité d'applications et espérer avoir quelque chose à la fin. Par contre, je peux en composer n. Donc j'en compose n et c'est ma fonction phi. Je vais tenter un encadré, c'est très audacieux. C'était très audacieux. Et alors, je laisse encore des petites choses à vérifier. D'une part, phi de n phi est strictement croissante. Bon, ça c'est juste parce que chacune des phi i est strictement croissante et parce qu'on a la propriété pour une application strictement croissante de n dans n que phi de n est toujours supérieur ou égal à n. Quelque chose à savoir et à savoir montrer à la grecque. Donc ça c'est un bon exercice. Pourquoi ça c'est strictement croissant? Et d'autre part, pour tout i, la suite x ei x phi de n, en fait ça c'est une suite extraite à partir d'un certain rang, mais ça c'est les premiers termes ne jouent pas, de la suite ei x phi 0 rond phi i de n. Puisque une fois que j'aurai dépassé le rang, une fois que n sera plus grand que i, dans mon phi de n, je verrai phi 0 rond phi i composé avec quelque chose de strictement croissant, qui est phi i plus 1 composé, etc., jusqu'à phi n de n. Donc c'est bien une suite extraite. Donc, conclusion, x phi de n scalaire ei, ça tend vers la même limite Ln que pourquoi je l'ai appelé Ln? Ça devrait être... si c'est bien... Ici, il y a un problème. Comme j'avais ei, ça devrait être un Li. Je devrais pas faire des vidéos le soir, mais d'un autre côté, le seul moment où j'ai le temps pour faire des vidéos, c'est le soir. Donc ça se tend vers Li quand n tend vers plus l'infini. Et ce que je viens de faire, le mot-clé, si vous voulez regarder des détails, c'est une extraction diagonale, que vous avez déjà dû rencontrer. C'est exactement la même chose que quand on montre qu'un produit dénombrable d'espace compact, métrique et compact. C'est le même ingrédient qui apparaît dans une preuve du théorème d'Ascoli pour un produit dénombrable. Ok, donc on doit montrer, alors autant faire descendre ça.
on doit montrer que cette somme est dans H. Donc que cette somme est que la somme des LI carrés converge, d'accord? Puisque dans ce cas-là, j'obtiendrai bien un vecteur de mon espace de Hilbert. Ben, pour cela, on regarde la somme pour I allant de 0 jusqu'à grand N, donc on fixe N. On fixe un grand N et on regarde la somme des LI EI et on regarde sa norme. Donc notre but c'est de montrer en fait que la somme des LI carrés converge. D'accord? Puisque ça peut-être que je vais un peu vite, mais la somme des LI, comme H, c'est la même chose que L2 de N, on a vu en envoyant EI sur la base canonique de L2 de N, la somme des LI carrés converge, c'est la même chose que de dire que la somme des LI EI c'est un élément de H ou que la suite LI est un élément de L2 de N. Donc on veut regarder ça, mais ça, c'est la limite de la somme pour I allant de 0 jusqu'à grand N, c'est juste une somme finie, c'est pour ça que j'ai fait apparaître un grand N, de un x phi de n scalaire EI au carré, puisque LI c'est la limite de x phi de n scalaire EI au carré. Mais ça, chacun de ces termes-là, c'est plus petit, la somme pour I allant de 0 jusqu'à grand N des x phi de n scalaire EI au carré, ben, qu'est-ce qu'on voit dans cette somme? On voit exactement les coefficients de la décomposition de x phi de n sur la base EI. X phi de n scalaire EI, c'est juste le coefficient qui apparaît quand j'écris x phi de n sur la base EI. Donc c'est plus petit que grand M carré avec la norme de xn plus petite que m pour tout n. Donc on a que avec un m qui montre que la suite xn est bornée, donc la somme pour i allant de 0 jusqu'à n des li carrés, c'est une limite de choses qui sont toutes plus petites que m. Donc ça, si vous voulez, c'est l'inégalité de Bessel. Hein, ça, c'est plus petit que la norme de x2. Je vais peut-être l'écrire comme ça. C'est plus petit que la norme de x2. Ça, c'est l'inégalité de Bessel. Et la norme de x carré, elle est plus petite que m carré. Donc la somme des li carrés est toujours plus petite que m carré pour toute n, c'est-à-dire la somme pour i allant de 0 à l'infini des li carrés, c'est une série à termes positifs bornés, elles convergent. Donc on a bien, peut-être que je devrais lui donner un nom, je vais l'appeler L, pour dire que c'est la limite. Donc L appartient à H, et d'autre part, L scalaire EI, et c'est bien LI, c'est bien la limite de x phi de n scalaire EI, quand n tend vers l'infini, c'est-à-dire que x phi de n tend bien faiblement vers L comme on espérait. Ok, donc tout ça c'est peut-être un peu rapide, mais c'est juste pour dire que une extraction diagonale, ce qu'il faudrait que vous sachiez faire en fait, c'est comprendre le principe de l'extraction diagonale et comprendre ce qui est un peu caché là. Alors si je reviens, il faut que je sois ici, ce qui est là, le fait que j'ai bien défini une fonction phi qui est bien strictement croissante et que ça me permet de faire converger une infinité, d'extraire une infinité de fois. C'est pratique parce qu'on a l'impression que ça c'est pas possible. On dit je peux extraire une fois, deux fois, n fois, mais je peux pas composer une infinité de fonctions. Et s'il s'agit de construire une extraction, en fait c'est possible en utilisant cette extraction diagonale. Après, il y a des petites manipulations hilbertiennes pour vérifier qu'on a bien un vecteur dans notre espace de Hilbert. Ok, maintenant il y a des choses un peu plus simples à vérifier sur la convergence faible. Donc on va voir que déjà, pour assurer qu'il y a convergence forte, il faut que
S'il y a convergence forte, bien sûr, la suite norme de xn tend vers norme de x par continuité, donc limite sub de norme de xn égale norme de x. Et ce qui fait la différence quantitativement entre convergence faible et convergence forte, c'est le fait que la norme de xn peut être trop grande par rapport à la norme de la limite. Donc on va voir dans les deux questions suivantes une façon de quantifier ça. Donc, dans un sens, c'est que si jamais la limite sub des normes de xn est plus petite que norme de x, alors xn tend vers x. Comment on fait ça? On écrit que la norme de xn moins x au carré, c'est égal à la norme de xn au carré plus la norme de x au carré moins 2 fois x scalaire xn. Et on a, ici, on a que xn converge faiblement vers x et que la lim sub de norme de xn est plus petite que norme de x. Donc on a ces deux hypothèses-là. Et on voudrait en conclure que xn converge vraiment en norme vers x, c'est-à-dire que norme de xn moins x tend vers 0. On fixe epsilon strictement plus grand que 0. Et pour n supérieur, il existe un grand N. Tel que si n est plus grand que grand N, eh ben, d'une part, la norme de xn est plus petite que la norme de x plus epsilon. Donc je vais faire comme ça. Donc ça, c'est juste que la limite sub de la norme de xn est plus petite que norme de x. Ça veut dire à partir d'un certain rang, toutes les normes de xn sont plus petites que norme de x plus epsilon, où epsilon c'est n'importe quelle constante strictement positive que vous vous êtes fixé. Donc si n est strictement plus grand que grand N, j'ai donc que norme de xn moins x, c'est plus petit que, du coup, alors peut-être je vais mettre des carrés ici pour que ce soit un peu plus agréable. Norme de xn carré tend vers norme de x au carré, j'ai pas triché. Donc ça devient plus petit que 2 fois norme de x au carré, moins 2x scalaire xn plus epsilon. Et d'autre part, x scalaire xn, comme xn converge faiblement vers x, ce qu'on n'a pas encore utilisé, ça tend vers x scalaire x quand n tend vers l'infini. C'est-à-dire norme de x au carré. Du coup, vous voyez qu'à la limite, il existe en autre entier n1, tel que si n est plus grand que n1, alors la norme de xn moins, il manque un carré ici, la norme de xn moins x au carré, c'est plus petit que, disons, 2 epsilon, parce qu'il suffit que x scalaire xn soit epsilon proche de x pour conclure ça. Et donc, la norme de xn moins x tend vers 0. Donc si jamais on a un contrôle sur la norme des xn, si elle se comporte comme on voudrait pour avoir la convergence forte, c'est-à-dire si la norme des xn tend vers norme de x, ou si la limite sub de la norme des xn est plus petite que norme de x, alors on a convergence faible. D'accord ? Donc on voit en particulier du coup que du moment qu'il y a convergence faible, alors nécessairement la limite sub de la norme de xn est toujours supérieure ou égale à la norme de x, puisque si elle est plus petite, en fait, xn tend vers x, et donc, je vais te faire cette remarque en l'écrivant, et donc, du coup, je vais redire ce que j'étais en l'écrivant, sinon je pense que c'est pas suivable. Du coup, si xn tend faiblement vers x, alors la lim sup de norme de xn est plus grande que norme de x, et égalité si et seulement si xn tend au sens usuel vers x. Encore une fois, pourquoi? Parce que si la limite sup est inférieure ou égale, alors en fait xn tend en norme vers x, du coup la limite de norme de xn vaut norme de x, et en particulier la limite sup est égale à norme de x. Ok, donc ça c'est une façon de quantifier la différence entre convergence faible et convergence en norme.
Maintenant, un exemple de suite qui tend faiblement vers 0, ben, c'est une base hilbertienne, c'est une suite. Ils sont tous de norme 1. Donc on suppose ici que H est une base hilbertienne, on suppose qu'il est séparable. Ben, on prend En, c'est trop long comme vidéo comme toujours, soit En une base hilbertienne, et ben, on fixe en Z dans H, on a Z égale la somme pour I allant de 0 jusqu'à l'infini des, peut-être je vais l'appeler ZI. I et ZI, c'est Z scalaire I. Et on a dit plusieurs fois que la norme de Z, c'est la somme des ZI carrés. Donc cette suite converge. Cette suite est égale... peut-être on va écrire la somme des ZI carrés converge, sans mettre les indices. La somme de cette série, c'est la norme de Z au carré, c'est l'égalité de Parseval. Du coup, en particulier, hein, ZI, c'est-à-dire Z scalaire EI, tend vers 0, alors peut-être je devrais dire Zn vu mes notations. Zn, c'est juste Z scalaire En qui tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Et on a dit que converger faiblement, c'était pareil que les produits scalaires avec les vecteurs d'une base hilbertienne tendent vers 0. Donc Z, pardon, je viens de dire un peu n'importe quoi, mais on reprend. Je crois que je vais avoir la flemme d'éditer, mais on reprend, désolé. Je viens de montrer que Z scalaire En tend vers 0, et ça, c'est exactement le fait que dire que En tend faiblement vers 0, puisque pour n'importe quel Z, Z scalaire En tend vers 0. Désolé pour le confuse. Et maintenant, on va voir un exemple d'utilisation de cette notion de convergence faible. Ça, c'est clairement pas du tout au programme de Lagrange, mais c'est une justification de pourquoi on voudrait avoir de la compacité pour des propriétés, enfin même en dimension infinie, pourquoi on voudrait avoir de la compacité. Donc on regarde une partie bornée. Est-ce que je ne devrais pas m'arrêter pour que la vidéo... Oui, ce que je vais faire, vu que cette vidéo est déjà très longue, c'est que je vais m'arrêter pour ce début d'exercice. On a manipulé de la convergence faible. On a surtout ce qui m'intéresse, c'est bien sûr le théorème de Riss, hein, la caractérisation des applications linéaires continues sur un Hilbert en tant que produit scalaire par un certain vecteur z. J'ai oublié de montrer dans la vidéo que la norme de z était égale à la norme de f, mais c'est pas très compliqué. Après, il y a cet argument diagonal ici qui m'intéresse aussi, comprendre l'argument diagonal, et puis après on a fait des petites choses autour de la convergence faible. Donc je vais couper cette vidéo en deux parce qu'elle est déjà beaucoup trop longue. On s'arrête et on reprend tout de suite pour voir une utilisation de la convergence faible.